Que savez-vous de l'organisation mondiale Bilderberg, moi je n'en avais jamais entendu parler, qui réunit chaque année les personnages les plus influents du monde? Vous connaissez ça, vous? Non. Bon, ben voilà. Vous aspirez aux plus hautes responsabilités d'État. C'est peut-être pour ça que vous avez été invité au Bilderberg 2015 en Autriche. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sujets ont été abordés au cours de cette réunion et qu'est-ce que vous vous êtes dit? Ce n'est pas une réunion secrète. L'effervescence gagne le Royaume-Uni, le bébé arrive, Kate est depuis ce matin à la maternité où nous retrouverons Claude Sampère, notre envoyé spécial dans un instant. Le travail a commencé. On pourrait avoir des détails dont on se fout totalement, s'il vous plaît. Retour ensuite à Paris où il a déjeuné chinois, nous a-t-on dit. Je souhaiterais que vous puissiez faire vérifier par la séance, grâce aux enregistrements vidéo, comment se déroulent les votes. À plusieurs reprises, encore cette fois-ci, j'ai compté 60 parlementaires de la majorité et on arrive à 148 votes favorables. Le terrorisme encore, mais avec un attentat déjoué cette fois au Canada. 2 hommes s'apprêtaient à prendre pour cible un train de passagers sur la ligne très fréquentée qui relie Toronto à New York. Ils ont été interpellés à Toronto justement et à Montréal. Ils affirment qu'ils se préparaient à agir pour le compte d'Al-Qaïda en Iran. Un lama qui prend le tramway, c'est possible. C'était possible en tout cas à Bordeaux, où une bande de fêtards passablement éméchés a libéré un lama de sa cage d'un cirque. Se promenant avec l'animal en centre-ville, ils ont fini par le faire monter dans un tramway. Mais, regardez l'image. La reprise, elle est là. Elle fait l'école buissonnière. Une ours s'est échappée hier de la réserve animalière de Sijan. Un débat à la télévision russe. Vous croyez qu'elle est libre, la télévision russe? Vous croyez que les Russes de Poutine aiment les Américains? Non. Vous croyez qu'il n'y a pas un type qui fabrique la télévision actuellement en Russie sur des ordres? Arrêtez de plaisanter quand j'ai voulu rencontrer... Et les Italiens? Taisez-vous. Et les Japonais? Salut à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro des infos dont on parle peu. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce 168e numéro. L'agence Infolibre est morte, vive l'agence Infolibre. On va passer maintenant avec d'autres projets dont on parlera peut-être à la fin de cette émission. En tout cas, on va tenter de pérenniser cette émission, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. On est parti pour une nouvelle saison des IDOP. Ce 168e numéro, c'est parti. On attaque la partie internationale pour démarrer. On va parler de la Turquie qui veut créer une zone de sécurité en Syrie. L'armée turque a lancé le 19 janvier dernier une opération Rameau d'Olivier. Elle est entrée en territoire syrien en direction de la région d'Afrin, contrôlée par les milices kurdes. Le but est de neutraliser les positions de la milice et des unités de protection du peuple, considérées par Ankara comme un groupe terroriste, et de créer une zone de sécurité d'une profondeur de 30 km à partir de la frontière. En août 2016 déjà, les Turcs étaient entrés dans le nord de la Syrie pour repousser Daesh et enrayer l'expansion des combattants kurdes. Voilà, on est parti pour une nouvelle guerre. On va parler aussi de la Syrie. Washington n'exclut pas de frapper une nouvelle fois la Syrie, donc par des frappes aériennes, suite à une attaque chimique. Les États-Unis n'excluent pas de procéder à des frappes en Syrie après des accusations de nouvelles attaques à l'arme chimique dans le pays, voilà ce qu'a indiqué un haut responsable américain. Le régime de Bachar al-Assad et le groupe État islamique continuent d'utiliser des armes chimiques, a accusé un responsable. Un second affirmant que le président n'exclut aucune option et que l'usage de la force militaire est toujours étudié. Ces déclarations font suite à des informations sur de nouvelles attaques au chlore et au sarin, y compris des informations non confirmées pour l'instant d'une attaque chimique qui a eu lieu jeudi dernier apparemment sur Douma, une enclave rebelle assiégée à l'est de Damas. Le président n'exclut rien, a affirmé le haut responsable. Le 7 avril 2017, Donald Trump avait ordonné le lancement de 59 missiles de croisière sur une base aérienne du régime d'où venaient les attaques chimiques qui avaient suivi à attaquer 3 jours plus tôt la ville rebelle de Khan Sheikhoun dans la province d'Idlib au nord-ouest du pays. Une attaque niée par le régime et son allié russe qui avait fait 87 morts parmi les civils dont 31 enfants. On continue, on va parler également de l'Afghanistan où des officiels des ONG, de l'ONG Save the Children ont été tués dans une attaque. Au moins 5 personnes ont été tuées dans l'attaque mercredi, il y a 2 semaines, contre l'ONG Save the Children à Jalalabad. Une attaque qui a été revendiquée par le groupe État islamique. Un temps annoncé comme terminé, l'attaque a duré des heures et des heures contre cette ONG en Afghanistan.
Elle est survenue 4 jours après l'attentat contre l'hôtel intercontinental de Kaboul où 18 personnes avaient trouvé la mort. Pour l'instant, le bilan provisoire fait état de 5 morts et 26 blessés. Le corps d'un des assaillants qui a déclenché sa veste explosive a été découvert sur place. Un autre a été abattu par les forces de sécurité. L'attaque a commencé après 9 heures, heure locale, par un attentat à la voiture piégée devant le complexe qui abrite cette ONG. On continue, on va parler également des États-Unis et d'Israël. Alors, tout d'abord, on va reparler de cette ambassade à Jérusalem dont il est question. Vous vous rappelez, c'est notre ami Donald Trump qui l'avait annoncé il y a quelque temps. Cette fois-ci, c'est Mike Pence, le vice-président américain, qui, après avoir visité l'Égypte et la Jordanie, s'est rendu à Jérusalem. Il a rencontré le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et il a prononcé un discours à la Knesset, le parlement israélien, où il a multiplié les marques de soutien à Israël. Avant la prise de parole du vice-président américain, le premier ministre israélien a tenu à souligner l'engagement de Mike Pence en faveur de son pays. Je cite « Jamais un vice-président américain n'avait été un tel soutien à Israël et à son peuple », a déclaré Benjamin Netanyahou. Un soutien que Mike Pence a démontré une fois de plus. Sur la très sensible question de Jérusalem tout d'abord, à la tribune de la Knesset, le vice-président américain s'est félicité de la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël par Donald Trump. Après la reconnaissance du pays il y a 70 ans, la tâche était restée incomplète, a-t-il jugé. Et ce jusqu'au 6 décembre dernier lorsque le président américain a préféré, affirme-t-il, la réalité plutôt que la fiction, ajoutant que la réalité est le seul véritable fondement pour une vraie paix durable. Et l'ouverture de la nouvelle ambassade américaine à Jérusalem interviendra avant la fin de l'année prochaine. Voilà ce qu'il a annoncé. C'est vrai que l'ouverture d'une ambassade à Jérusalem, ça c'est sûr que c'est synonyme de paix. On peut être assez tranquille. On continue avec Israël. On va juste parler un petit peu des rescapés de la Shoah, puisqu'ils sont en extrême, une majorité d'entre eux sont en extrême précarité en Israël. Près d'un quart des 189 000 survivants installés dans l'État hébreu vit sous le seuil de pauvreté en Israël. Alors que se tient samedi la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste, la situation choque beaucoup d'Israéliens. Israël est régulièrement pointé par l'OCDE comme l'un des pays les plus inégaux au monde. Environ 20% de la population y vit sous le seuil de pauvreté et le coût de la vie, particulièrement l'alimentation et les loyers, y est comparable aux grandes capitales occidentales. Dans ce contexte, les rescapés de la Shoah sont une population particulièrement vulnérable et l'indigence du nombre d'entre eux est un symbole dérangeant pour l'État hébreu. Selon une étude gouvernementale de 2015, 45 000 des 189 000 survivants installés en Israël vivent avec moins de 3 000 shekels par mois, soit 720 €, soit le seuil de pauvreté. Et encore, la situation s'est améliorée depuis 2014. Le gouvernement israélien leur verse une allocation mensuelle de 2200 shekels, soit 530 €. On continue, on revient en Europe maintenant. On va parler de l'Union européenne qui a retiré 8 pays de sa liste noire des paradis fiscaux, dont le Panama. Rappelez-vous, il y a eu il y a très peu de temps les Panama Papers. Alors tout le monde nous dit, ah ouais, les journalistes font leur boulot. Rappelez-vous les Panama Papers, vous avez cette affaire? Oui, on se rappelle, mais il n'y a aucun suivi. Du coup, l'UE a retiré le Panama de la liste noire. Alors, 8 pays ont été retirés de la liste noire des paradis fiscaux de l'Union européenne, dont Panama, Trinité et Tobago et Sainte-Lucie. Depuis la création de la liste en décembre, ces pays ont pris des engagements formels pour réformer leurs pratiques fiscales, ce que n'ont pas fait les 9 qui restent sur la liste noire. Pour autant, les repêchés restent dans le collimateur de l'Union européenne puisqu'ils atterrissent sur la liste grise où figurent une cinquantaine de pays qui ont pris des engagements. Si ces engagements ne se réalisaient pas, chacun des pays de la liste grise pourra retourner dans la liste noire. Ceci ne satisfait pas pour autant les partisans de la transparence fiscale qui accusent les pays de l'Union européenne d'avoir cédé à des pressions diplomatiques. On continue avec ces infos internationales et on va terminer d'ailleurs avec le Venezuela où une élection présidentielle anticipée devrait avoir lieu fin avril. Le pouvoir vénézuélien, englué dans une crise économique, a convoqué la semaine dernière une élection présidentielle anticipée à laquelle le chef de l'État, Nicolás Maduro, va se représenter pour tenter de profiter d'une dynamique électorale favorable à des divisions de l'opposition. Je cite, « Avant le 30 avril doit se dérouler une élection présidentielle au Venezuela », voilà ce qu'annonce le décret proposé par le numéro 2 du régime, Diosdado Cabello, et adopté à l'unanimité par l'Assemblée constituante acquise à Nicolás Maduro.
La présidentielle était jusqu'à présent officiellement prévue pour fin 2018, mais certains experts estiment que sa date pourrait être avancée par le camp présidentiel. Cette annonce intervient à un moment où de délicates négociations sont actuellement en cours avec l'opposition pour tenter de résoudre la crise politico-économique au Venezuela et au lendemain des sanctions adoptées par l'Union européenne contre des hauts dirigeants vénézuéliens et notamment Diosdado Cabello. On passe à la partie économie maintenant. On va démarrer avec la Suisse qui est le deuxième pays le plus mondialisé de la planète. La Suisse est le deuxième pays le plus mondialisé au monde selon l'indice du Centre de recherche conjoncturelle de l'École polytechnique fédérale de Zurich. Devant elle figurent les Pays-Bas. La Suède arrive en 3e position, explique cette organisation dans un communiqué. La France et l'Allemagne figurent au 7e et 8e rang. Tout au fond du classement, on retrouve la République centrafricaine, l'Afghanistan, les Comores et le Soudan. Voilà, c'est pour casser un vieux cliché qui dit que la Suisse est isolée et elle est toute seule. On continue, on va parler des 80% de la population mondiale qui vit à moins d'1 heure d'une ville. En 2015, près de 6 milliards de personnes vivaient à 1 heure de trajet d'une ville. En d'autres termes, 80,7% de la population mondiale vit à proximité immédiate d'une agglomération urbaine. Voilà ce qu'indique une étude de l'université d'Oxford basée sur des données de l'OpenStreetMap Project de Google. Les recherches soulignent cependant que les pays riches en Amérique du Nord et en Europe occidentale, ce sont 90,7% en moyenne de la population qui vit près d'une ville. Dans les pays à faible revenu, 50,9% des habitants vivent à moins d'1 heure d'un centre urbain. Voilà ce qu'explique Daniel Weiss, responsable de l'étude à l'université d'Oxford. Selon Daniel Weiss, les agglomérations urbaines offrent aux individus des opportunités que l'on ne rencontre pas dans des régions plus isolées. Je cite, « Les villes sont des épicentres d'activités qui affectent le bien-être humain et donc le temps et le coût nécessaires pour s'y rendre affectent le quotidien des personnes. » On continue, on va parler également des supermarchés. Alors du supermarché Amazon sans passage en caisse. Alors j'ai vu récemment qu'il y avait également un supermarché Auchan sans aucune caissière. Bon. Donc le supermarché Amazon sans passage en caisse. Amazon a ouvert lundi, il y a 2 semaines, un magasin révolutionnaire à Seattle, dans le nord-ouest des États-Unis, selon les Échos. Je cite, « Nous avons créé la technologie de shopping la plus avancée au monde pour que nous n'ayez jamais à faire la queue. » Voilà ce qu'assure le groupe sur son site internet. En effet, le supermarché Amazon Go, équipé de capteurs, permettra aux clients de faire leurs courses sans passer à la caisse, mais tout en payant. Le géant du commerce en ligne avait dévoilé fin 2016 ce concept de magasin physique d'environ 170 mètres carrés où il propose essentiellement des produits alimentaires. Concrètement, les technologies utilisées, comme pour les voitures autonomes, détectent automatiquement quand les produits sont pris ou remis dans les rayons et en gardent la trace dans un panier virtuel. Peu après, nous facturons votre compte Amazon, explique le groupe américain. Et pour cela, il suffit d'utiliser l'application mobile du groupe pour rentrer dans le magasin. Des bugs informatiques ont repoussé l'ouverture de ce supermarché qui était prévu officiellement en 2017. On continue, on va parler de l'extrême richesse qui a progressé en 2017. Selon un rapport d'Oxfam, 2017 enregistre une hausse historique du nombre de milliardaires. La concentration des richesses se poursuit selon leur rapport Partager les richesses avec celles et ceux qui la créent de l'ONG Oxfam, publié annuellement à l'occasion du Forum économique mondial de Davos, qui se tient du 23 au 26 janvier. Ce rapport pointe la hausse des inégalités au profit des 1% les plus riches de la planète. En 2017, 82% des richesses produites ont profité à cette frange de la population, contre seulement 0,53% pour les 50% les plus pauvres. Corollaire de cette évolution, le nombre de milliardaires ne cesse d'augmenter. En 2017, il a même connu une hausse, la hausse la plus forte de son histoire, avec un nouveau milliardaire tous les 2 jours. D'après le rapport, ces grandes fortunes se formeraient par héritage, par la détention d'une entreprise en monopole ou encore grâce à des relations de connivence avec les gouvernements. On continue, on va parler également des pays où on travaille le plus, parce que ça, rappelez-vous, on n'arrête pas de nous dire que en France on ne travaille pas beaucoup, il faut que les Français travaillent plus. Or, en France, on a appris qu'un salarié travaille en moyenne 1482 heures par an, selon un rapport annuel Perspective de l'emploi de l'OCDE 2017. Si les personnes en emploi dans l'Hexagone font partie des mieux lotis en termes de volume horaire, elles travaillent toutefois plus que leurs voisines allemands, qui ferment le classement avec en moyenne 1371 heures travaillées par emploi en 2015. A l'inverse, c'est les Mexicains qui doivent travailler en moyenne 2246 heures par an, bien plus que la moyenne des pays de l'OCDE située à 1766 heures. En 2e et 3e position se trouvent la Corée du Sud et la Grèce, où les salariés passent respectivement 2113 heures et 2042 heures au travail.
Le graphique que vous voyez à l'écran reprend un petit peu les moyennes des nombres d'heures travaillées par salarié. C'était en 2015, donc la France c'est 1482 heures, l'Allemagne 1371 heures. Donc on voit bien que la solution ce n'est pas de travailler plus. On continue, on va parler également de General Electric qui est en perte de 6 milliards de dollars sur l'année 2017. General Electric, rappelez-vous, on leur avait offert des morceaux d'Alstom. Donc inutile de vous dire que s'ils perdent 6 milliards de dollars, ça va faire très très mal. Alors, General Electric finit l'année 2017 dans le rouge après avoir été chahuté en bourse. Le conglomérat américain a enregistré une perte nette de 9,83 milliards de dollars pour le quatrième trimestre et une perte nette sur l'année de 6,22 milliards selon les résultats publiés le 24 janvier dernier. De mauvais chiffres liés à deux facteurs, une charge annoncée de 11 milliards de dollars due à la dépréciation de ses actifs dans l'assurance et à la réforme fiscale aux États-Unis. La mauvaise performance de sa division énergie dans un marché en berne. On va parler également de LVMH. Eux, par contre, c'est une année record. Avec des ventes qui dépassent les 42 milliards d'euros, le géant mondial du luxe LVMH signe une nouvelle année record en 2017 et entend poursuivre sa dynamique en 2018, même s'il affiche, comme à son habitude, une confiance prudente. Bernard Arnault, PDG du groupe aux 70 marques, dont Louis Vuitton, NC, Givenchy, Céline, Guerlain ou encore Sephora, s'est félicité lors de la publication des résultats annuels de cette nouvelle année record et de cette excellente performance à laquelle tous nos métiers participent. Les ventes annuelles du numéro 1 mondial du luxe se sont établies à 42,6 milliards d'euros, en hausse de 13% en données publiées. La croissance organique atteint pour sa part 12% contre 6% lors des deux précédents exercices. Le bénéfice net bondit à 29% sur un an à 5,51 milliards d'euros, supérieur au consensus établi par FactSet et Bloomberg qui tablaient eux respectivement sur des augmentations à 4,97 et 4,94 milliards d'euros de bénéfices nets ajustés. On démarre la partie France maintenant et on démarre avec la taxe sur les cabanes de jardin qui devrait encore augmenter. Alors que la taxe d'habitation se prépare à tirer progressivement sa révérence, d'autres impôts immobiliers tout aussi injustes et impopulaires voient leur poids augmenter. C'est le cas de la taxe cabane de jardin, ou plus précisément taxe d'aménagement. Cet impôt a été instauré en 2012 et touche toutes les opérations d'aménagement, de construction et de reconstruction et d'agrandissement de bâtiments ou d'installations nécessitant une autorisation d'urbanisme, comme le rappelle le site servicepublic.fr. La valeur forfaitaire servant de base, bon alors ça c'est une usine à gaz, la valeur forfaitaire servant de base de calcul à cette taxe vient en effet d'être valorisée de 3% en début d'année selon un arrêté paru au journal officiel du 10 janvier dernier. Résultat, ce montant s'élève désormais à 726 € le mètre carré hors Île-de-France contre 705 en 2017 et à 823 € le mètre carré en Île-de-France contre 799 en 2017. Pour connaître le montant de votre imposition, reste encore à connaître le taux d'imposition fixé par votre collectivité locale. Rappel, le taux communal est compris entre 1 et 5%, mais peut monter jusqu'à 20% en période de gros travaux et de voirie ou de création d'équipements publics, tandis que le taux départemental ne peut excéder 2,5 et 1% maximum pour le taux régional. Voilà, une véritable usine à gaz pour calculer combien vous devez payer pour votre taxe de jardin. Entre parenthèses, rappelez-vous qu'aussi le gouvernement avait annoncé la fin du RSI. Alors la fin du RSI, effectivement, ça a eu lieu, puisque l'agence Infolibre, elle, était au RSI. Et là, ce coup-là, on n'a pas reçu une feuille du RSI, mais l'URSSAF. Mais c'est les mêmes montants. Croyez-moi qu'on n'a pas 0 € à payer. C'est vraiment scandaleux. Ok, on continue. On va parler également des médias. Alors là, je sais pas, c'est un fake news. J'imagine que c'est un fake news, parce qu'on parle beaucoup de fake news. Alors, le fake news, c'est que les Français retrouvent la confiance dans les médias traditionnels et se méfient d'Internet. Alors là, incroyable. La confiance envers les médias traditionnels remonte fortement ce début d'année 2018, tandis que les Français restent très méfiants envers les informations trouvées sur Internet, selon le 31e baromètre réalisé par l'Institut Kantar-Sofres et présenté par La Croix. Ok, donc en fait, si vous voulez, on est en train de nous casser la tête avec les fake news à la télé. Alors ça, on en a eu droit pendant 2-3 semaines d'affilée, fake news, fake news, fake news. Donc du coup, effectivement, si on va voir les Français maintenant, effectivement, après coup, ils disent « Ah bah oui, effectivement, il y a des fake news, donc on redonne un petit peu plus de confiance en les médias traditionnels. » Mais croyez-moi que ça ne va pas durer bien longtemps. Alors, la radio est le média jugé le plus crédible, qu'il s'agisse de la radio 56%, plus 4% sur un an. Il est jugé le plus crédible. La presse écrite, c'est 52% des personnes font confiance à la presse écrite, plus 8%. Waouh. La télévision, 48%, plus 7%. La confiance est en forte progression. Seul un Français sur 5, soit 25%, en revanche, juge crédible les informations qu'il trouve sur Internet. Bon,
Entre parenthèses, ça ne fait pas un Français sur 5, c'est un Français sur 4. Hein. Alors, les plus jeunes de 18 à 25 ans sont les moins sévères, 31%, tandis que 45% des plus des 65 ans sont sans opinion selon ce sondage. En tout cas, ils sont toujours aussi méfiants vis-à-vis des journalistes. Alors, bon, puisqu'on parle de ça, autant parler de la fin de l'agence Infolibre, oui, et la création d'un nouveau site internet qu'on met en place. Alors, ça sera beaucoup plus modeste que l'agence Infolibre. Il y aura beaucoup moins de recherche de devenir un gros site internet d'information comme c'était le cas pour l'agence Infolibre. On l'a appelé Fake News France d'ailleurs. Donc, si vous voulez participer à Fake News France, eh bien, vous pouvez aller visiter le site fakenewsfrance.fr. Et puis, vous pouvez aussi suivre la page Facebook, Twitter et bien sûr, suivre cette émission des infos dont on parle peu. On continue avec cette page France. On va parler de la Française des Jeux. Alors ça, c'est la poule aux œufs d'or. Et la Française des Jeux, peut-être qu'on va ouvrir son capital. Donc on veut vendre la poule aux œufs d'or. La Française des Jeux a dépassé la barre des 15 milliards d'euros de vente en 2017, confirmant sa bonne santé financière avant une éventuelle ouverture du capital de l'opérateur de loto, détenu à 72% par l'État français. Les ventes de Française des Jeux ont atteint l'an dernier 15,1 milliards d'euros, soit une hausse de 5,7%. Une accélération des jeux tirage liée à la relance du loto et à la rénovation du jeu de l'euro-million est venue aussi s'ajouter une croissance toujours plus vigoureuse des jeux de grattage qui pèsent près de la moitié du chiffre d'affaires. En 2016, les ventes totales avaient progressé de 4,6% à 14,3 milliards. Ça fait au moins 2 ou 3 ans dans les infos dont on parle peu que je vous dis que ça progresse. Hein. Donc ça, c'est vraiment la poule aux œufs d'or pour la France. Comme c'était le cas des autoroutes, mais les autoroutes, on les a vendues également. Hein. Alors, selon des sources proches du dossier, la banque BNP Paribas et le cabinet d'avocats Veil Global March & Manage LLP, mandaté par l'Agence des participations de l'État, doivent rendre un rapport pour savoir si oui ou non on allait ouvrir le capital. En tout cas, ça sera fait d'ici mi-février. Je cite, « Il est clair que c'est l'État qui est l'actionnaire et donc le décideur sur ce sujet. Nous attendons que l'État prenne des décisions sur le calendrier qui est celui de l'État. » Donc, voilà ce qu'a déclaré Stéphane Pallier sur ce sujet. Bon, inutile de dire, il n'y a pas trop de surprise. Hein. Rappelez-vous que dès que le gouvernement a été mis en place, il a immédiatement annoncé qu'il allait vendre un bon nombre de participations de l'État sur les marchés. Hein. Donc, on continue. On va parler également, pour terminer cette partie France, des migrants. On a appris que 4 migrants ont été blessés par balle, dont un grièvement. Ça s'est passé hier ou avant-hier. Donc, 4 migrants ont été blessés par balle à Calais, dans le nord de la France, lors d'une rixe entre migrants afghans et érythréens après des distributions de repas. 4 blessés par balle ont été transportés à l'hôpital de Calais. L'un d'eux, dont le pronostic vital est engagé, va être transféré à Lille. Voilà ce qu'indiquait à l'AFP le parquet de Boulogne-sur-Mer. Les 3 autres migrants souffrent de multiples blessures selon la préfecture du Pas-de-Calais. Alors ces violences se sont déroulées, selon la préfecture, lors d'une rixe l'après-midi entre une centaine de migrants armés de bâtons et de pierres près du centre hospitalier de Calais, où un immense bidonville de plus de 8000 migrants appelé La Jungle avait été démantelé en 2016. Voilà, donc La Jungle a été démantelée, mais les gens sont toujours là. De toute façon, ils ont nulle part où aller. Alors là, on nous parle de migrants blessés par balle, mais on nous dit que les bastons se sont déroulés à coups de bâtons et de pierres. Bon, alors, on pose la question, où est-ce que ces gens se sont procurés des armes quand même ? C'est incroyable, non ? Et puis une deuxième rixe a éclaté à environ 5 km de là, sur la commune de Marques, près du centre logistique de Transmarque. Une centaine de migrants africains armés de bâtons ont voulu s'en prendre à une vingtaine d'Afghans. Les forces de police sont intervenues pour protéger les migrants de nationalité afghane pris à partie par 150 à 200 migrants de nationalité érythréenne. Ces violences interviennent alors qu'une opération anti-squat a été menée par la police jeudi matin. On attaque la partie santé-environnement maintenant. On démarre avec le sujet du téléphone qu'on met sous son oreiller pour dormir. Alors, dormir avec son téléphone augmenterait les risques de cancer et d'infertilité. L'iPhone X au pied du sapin, un cadeau d'autant plus apprécié qu'il restera loin de la table de chevet. Qu'il soit produit par Samsung, Nokia ou tout autre constructeur, les téléphones portables émettent des ondes électromagnétiques qui peuvent se révéler nocives pour la santé. L'OMS les classe en tant que cancérogènes possibles pour l'homme, des ondes dont la puissance demeure mal connue. La faute à des tests biaisés, pointe le lanceur d'alerte français Marc Arazzi auprès du lanceur.fr il y a un an, évoquant un phone gate, un scandale à la Volkswagen. Ce risque lié à nos chers portables, le département de la santé et de l'État de Californie vient de le reconnaître en se basant sur de nombreuses études, dont une de l'OMS.
et d'émettre des recommandations de sécurité pour s'en préserver, notamment celle de ne pas dormir avec son téléphone portable. Pas si farfelu, tant un portable a remplacé le doudou de nombreux adolescents et d'adultes. On estime que 80% des utilisateurs dorment avec leur téléphone. Voilà, donc il est conseillé de ne pas dormir avec son téléphone et il est aussi conseillé de lire cet article jusqu'au bout. On continue avec la partie santé environnement. On va parler de la Norvège où tous les vols court courrier seront électriques d'ici 2040. La Norvège compte déjà plus de voitures électriques que n'importe quel autre pays au monde. D'ici 2040, tous les vols court courrier nationaux seront réalisés avec des avions électriques. Voilà ce que rapporte The Guardian. Cette technologie sera également utilisée pour d'autres destinations envers des pays scandinaves. Voilà ce qu'a annoncé Avimor, l'opérateur public des aéroports norvégiens. Je cite, « Nous souhaitons être les premiers au monde à opter pour le transport aérien électrique », voilà ce qu'a expliqué Dag Falk Petersen, le directeur général d'Avinor. Je continue de citer, « Nous pensons que tous les vols d'une durée allant jusqu'à 1h30 peuvent être réalisés avec des avions entièrement électriques. » La Norvège, premier producteur de pétrole et de gaz en Europe occidentale, est paradoxalement un leader dans le domaine du transport électrique. Tous les vols intérieurs ainsi que ceux vers les capitales scandinaves voisines inclus dans cette limite de temps seront électriques. Voilà ce qu'a ajouté encore Dag Falk Petersen. Avinor prévoit de lancer une offre publique d'achat pour tester un itinéraire commercial avec un petit avion électrique de 19 places à partir de 2025. On continue, on va parler également du naufrage du navire plein de pétrole. Ça, on n'en a pas du tout entendu parler dans les médias. C'est tellement loin de chez nous, on en a strictement rien à foutre. Le naufrage du Sanchi en mer de Chine, la marée noire a triplé de taille. La marée noire provoquée par le naufrage d'un pétrolier iranien en mer de Chine orientale a triplé de taille en l'espace de 4 jours, couvrant désormais plus de 300 km² selon des chiffres du gouvernement chinois. La côte sud-coréenne et japonaise sont potentiellement menacées. Peut-être qu'on en parlera bientôt puisqu'il y a bientôt les Jeux Olympiques en Corée. Des images prises par satellite ont permis de détecter 3 nappes d'hydrocarbures mesurant au total 332 km², voilà ce qu'a indiqué l'Administration nationale des océans dimanche dans un communiqué. Cet organisme avait fait état le 18 janvier dernier d'une marée noire de 101 km². Le pétrolier Sanchi, qui transportait 136 000 tonnes de condensat des hydrocarbures légers, a sombré le 14 janvier après avoir brûlé pendant une semaine des suites d'une collision avec un cargo à environ 300 km à l'est de Shanghai. 32 marins, dont 30 Iraniens et 2 Bengalais, ont péri dans la catastrophe. On continue et on va même terminer cette vidéo avec les 98 000 flacons périmés de médicaments anti-cancer qui ont été vendus en France. La société suisse Alcopharma est au cœur d'un nouveau scandale pharmaceutique. Elle a été condamnée par la justice pour avoir falsifié les dates de péremption d'un médicament censé lutter contre le cancer. 98 000 flacons auraient été distribués en France. Au total, ce sont plus de 100 000 flacons, 2 000 en Suisse et 98 000 en France, de Thiotepa, un médicament utilisé pour lutter contre les cancers de l'ovaire et de la vessie et du sein, qui auraient été trafiqués par les sociétés Alcopharma. En 2016, 4 responsables de l'entreprise avaient été condamnés par un tribunal suisse. Swissmedic, l'autorité de surveillance du marché des médicaments suisse, a décidé de formuler un recours contre cette décision. Elle estime en effet que la sanction est trop légère. L'enquête de Swiss, ouverte en novembre 2011, a révélé que le Thiotepa vendu par Alcopharma était sous-dosé. Le Thiotepa a en effet un principe actif de 18 mois. Au-delà de cette durée de vie, il est périmé. Certains flacons ont été pourtant vendus 7 ans plus tard. Alcopharma aurait cherché ainsi à se débarrasser de ses stocks. Voilà, c'est terminé pour ce numéro des infos dont on parle peu. Je vous remercie tous pour votre attention. Je remercie bien sûr tous ceux qui étaient abonnés à l'agence Infolibre et qui suivent encore cette vidéo. Je remercie bien sûr tous mes potes de l'agence Infolibre. Je remercie Greg également qui va peut-être prendre un petit peu le relais sur les EasyDop. Et je vais vous donner rendez-vous la semaine prochaine. Non, pas la semaine prochaine, dans 2 semaines. On va essayer de tenir un rythme de Unidop tous les 15 jours environ. Donc rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau numéro des infos dont on parle peu. D'ici là, restez bien informés sur fakenewsfrance.fr bien sûr. Ciao à tous, à bientôt.